Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On est avec Gilles Montré, ancien diplomate à Moscou, auteur de Démocratie, rendons le vote aux citoyens chez Odile Jacob. Nous sommes avec Vincent Hervouette, Maître Golnadel, Jean Garrigue. On va s'intéresser à ce qui se passe dans le sud-ouest de l'Ukraine. C'est là où les troupes russes semblent se concentrer après s'être retirées du nord et de Kiev. Là, les habitants se ruent dans les trains par peur d'une offensive militaire imminente. Explication de Reda Emrabit. Par centaines, ils se massent dans des trains pour fuir l'est de l'Ukraine. À Kramatorsk, les familles se séparent. Les habitants se pressent dans les gares et les files d'attente s'allongent devant les trains. Le gouverneur de la région a appelé les habitants à quitter le secteur par crainte d'une grande offensive russe. Alors, femmes et enfants prennent le strict nécessaire. J'ai peur pour mes enfants, mes petits-enfants et pour moi. Je ne sais pas où nous allons. Ce qu'on veut, c'est revenir, mais déjà, on va essayer de survivre. C'est terrifiant. Soudain, dans la gare, une voix s'élève. Celle d'une célébrité ukrainienne, le chanteur d'un groupe très populaire dans le pays. Je veux qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls, que tout le pays se tient à leur côté. Ces mecs-là sont incroyables. Sur les routes, les mêmes scènes, des dizaines de kilomètres de bouchons et des familles qui fuient, dans l'espoir de revenir aussi vite que possible chez elles. Vincent Hervouette, on voit que l'exode des civils se poursuit et ils continuent à prendre la route pour se diriger vers Lviv et la Pologne par peur des Russes. Ce qu'on vient de voir avec le repli des troupes, ce que les Russes ont laissé derrière eux dans les faubourgs de Kiev, évidemment, il y a de quoi paniquer totalement. Les civils qui vivent dans le Donbass, mais dans le Donbass qui n'est pas contrôlé par les indépendantistes soumis à la Russie. Donc, évidemment, ces gens se disent que quand les Russes vont arriver, ils ne feront pas de quartier et qu'ils risquent d'être les premiers à payer le prix de cette guerre qui ressemble quand même par d'un côté à une guerre civile. Il y a la situation est assez brumeuse quand même sur le front. Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, a expliqué qu'il y avait une concentration de troupes considérable et que l'offensive était imminente. D'autres disent que non, ça va prendre des semaines. Mais on a bien compris que le mouvement d'abandon de l'Ouest était un repli pour renforcer le front de l'Est, où Mariupol, on ne sait pas où on en est, c'est très brumeux. Il y a des soldats ukrainiens qui se seraient rendus, 200 soldats ukrainiens seraient rendus, mais on a l'impression que les Russes n'avancent pas vraiment. On ne comprend pas du tout ce qu'ils ont fait à Odessa, pourquoi ils ont bombardé Odessa, qu'ils sont incapables de prendre, semble-t-il, avec... en même temps, vous avez des gars qui sont dans des barges de débarquement depuis des semaines, doivent être dans un état pitoyable. On parlait des Russes, là, toujours. Oui, les Russes, oui. Donc, il y a une situation militaire qui est pas si simple que ce qu'on me raconte en synthèse, mais il y a une réalité, c'est qu'il y a 5 millions d'Ukrainiens qui ont fui le pays, et qu'à l'intérieur du pays, ils sont des millions à avoir déménagé pour essayer de s'éloigner de la zone de combat. Gilles Montré, on est à un tournant de la guerre, à une nouvelle phase de l'offensive russe. Oui, on est à un tournant, parce qu'on voit qu'il y a une correspondance très forte entre... je suis d'accord avec Vincent Hervouette, c'est très difficile de lire ce qui se passe sur le terrain et quelles sont les intentions stratégiques russes, mais on voit quand même une correspondance entre l'objectif affiché de contrôler le Donbass et maintenant le déploiement des troupes. Vous vous souvenez, quand il y avait les négociations ce week-end, c'était juste avant la découverte des massacres de Boutcha, donc on était encore dans cette atmosphère un peu euphorique d'un règlement proche. Eh bien, on avait entendu du négociateur ukrainien qu'il y avait eu un accord sur le Donbass, puisqu'il ne restait plus que la Crimée. Et cet accord sur le Donbass, on ne voit pas, vu maintenant... Il est parti en fumée, là. Ou pas, ou peut-être que cet accord était dans le fond que les Ukrainiens considéraient que, compte tenu des positionnements russes, de toute façon, le Donbass était d'une certaine façon déjà parti, et c'est déjà perdu. Et c'est pour ça qu'on voit maintenant les civils fuir aussi en masse, c'est qu'on se demande comment est-ce qu'on pourra encore garder le Donbass dans l'Ukraine à l'issue de cette offensive.
Donc des pourparlers qui sont prévus la semaine prochaine, c'est ça, à nouveau, entre Russes et Ukrainiens? Oui, alors bien sûr, ça paraît irréaliste quand on voit ce qui se passe sur le terrain, mais il faut bien comprendre que, bien sûr, qu'il faut continuer ces négociations et que, dans le fond, elles peuvent néanmoins progresser et peut-être aboutir, puisque, comme on le disait, la carte se fiche sur le terrain et qu'on est proche du règlement entre la Crimée, le Donbass, la neutralisation de l'Ukraine. C'est pour ça que la conjonction de cet accord qui est proche et de l'horreur que l'on voit, c'est-à-dire ce moment historique où la guerre, elle est insoutenable depuis le début, mais là maintenant elle est devenue, elle a franchi un nouveau palier. Ça nous interroge comme Européens, comme Occidentaux, sur la capacité à peser sur ce règlement. Les jours comptent, puisqu'on se prépare à de nouveaux massacres dans le Donbass, parce que tous les civils ne pourront pas fuir et qu'il y aura des bombardements. C'est le moment de poser la question de comment nous, Européens, au-delà des garanties de sécurité qu'on peut fournir, au-delà du probable plan Marshall qu'il va falloir mettre en place pour reconstruire l'Ukraine, la question du signal qu'on va pouvoir envoyer à l'Ukraine de son entrée dans l'Union européenne. C'est quelque chose que vous aviez déjà évoqué il y a quelques jours. Ursula von der Leyen et Joseph Borrell, qui sont à la tête de la diplomatie européenne et de l'Europe, envisage un voyage à Kiev. Absolument. Ce serait un signal fort. C'est un signal très fort. Si ces deux arrivaient à Kiev. Bien sûr, c'est un signal très fort, parce qu'on n'avait pas réussi jusqu'à présent. Vous vous souvenez que le Premier ministre polonais, avec son collègue slovène et tchèque, y avait été, mais sans mandat. Donc ils vont être à Kiev, c'est très fort, après la présidence du Parlement européen. Mais que vont-ils dire? Que peuvent-ils dire? Que peuvent-ils dire? Parce que si c'est pour dire, comme on l'a dit lors du Conseil européen de 2022, je vous cite, le Conseil européen a pris acte des aspirations européennes de l'Ukraine et a invité la Commission à rendre son avis sur sa candidature. Oui. Évidemment qu'on n'est pas à la hauteur des circonstances. Alors même que lorsqu'en 93, le mur était tombé, on avait dit le Conseil européen considère que les pays qui le souhaiteront pourront devenir membres de l'Union européenne en 93. Et que même en 2019, on a dit au Monténégro que l'élargissement, c'est la condition de la paix, de la prospérité et de la sécurité en Europe. Et bien, depuis que c'est l'Ukraine qui frappe à la porte, on n'est plus capable d'avoir ces paroles-là, alors que c'est les seuls qui vont pouvoir tracer un chemin de sortie. Vincent Herouet, sur deux choses. Moi, je prends acte de ce que dit mon voisin. Je prends acte de ce que dit mon voisin. Il connaît très bien les négociations internationales, qui a exercé son rôle. Mais la réalité politique terrible, c'est que depuis 1993, l'Europe s'est élargie. Et qu'elle s'est tellement élargie qu'elle est devenue presque impotente. Ça, c'est la première chose. Et donc, l'heure n'est plus tellement à l'élargissement. Elle est plutôt essayer de renforcer un minimum, ce qui permet d'avoir un marché unique qui se tient. Bon, bref. On va pas faire ici le procès de l'Europe, mais l'idée n'est plus tellement d'élargir. La deuxième chose, c'est que si on n'avait pas, c'est ce que disent les Russes, si on n'avait pas flatté les Ukrainiens dans leur désir d'adhérer et à l'OTAN et à l'Union européenne, peut-être que tout ça ne serait pas arrivé si on avait négocié à temps. Et la troisième chose, quand même, c'est que intégrer un pays, tant qu'il n'y aura pas un accord de paix entre les Russes et les Ukrainiens, intégrer un pays qui est divisé, c'est la plus sûre garantie, non seulement c'est impossible, mais c'est la plus sûre garantie que la division va perdurer ad vitam aeternam. Il n'y aura jamais d'accord entre l'Ukraine n'entrera jamais en Europe. Tant qu'il n'y a pas d'accord avec la Russie. Voilà. Rapidement, Gilles Montré et Vincent Herouet a raison sur tous ces points. Ça va prendre énormément de temps, c'est très compliqué. En revanche, l'adhésion à l'Union européenne n'est pas un point bloquant pour les Russes, c'est l'adhésion à l'OTAN. Et c'est parce qu'on a refusé de faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne qu'elle s'est tournée vers l'OTAN. Oui, si on considère que la Blitzkrieg qui visait, comme le disait Poutine, à dénazifier, c'est-à-dire à remplacer Zelensky, à reconstruire le glacis ukrainien protégeant la Sainte-Russie, si on considère que c'est un échec, il est évident que pour Vladimir Poutine, se retirer du conflit, c'est forcément avec le Donbass dans sa poche. Ce qui veut dire qu'en contrepartie, il faut que les Ukrainiens obtiennent aussi quelque chose. Alors, on leur demande la neutralité, mais la neutralité, c'est par rapport à l'OTAN, justement, et je pense que forcément, il y a un moment où, si on veut en plus appliquer ce plan Marshall de reconstruction, il faut aller vers une intégration. Alors, une intégration peut-être par degré concentrique, mais en tout cas, la rattacher à l'Union européenne. Ça me paraît la solution politique viable. Je vous passe la parole dans un instant, Maître Golnadel, sur ce point précis, mais il est 18h45 et c'est le rappel des grands titres de l'actualité avec Jeanne Cancard. On
En Ukraine, la Russie se prépare à prendre le contrôle de l'ensemble du Donbass, prévient le secrétaire général de l'OTAN. Nous sommes dans une phase cruciale de la guerre, a-t-il lancé, en expliquant que les forces russes allaient se réarmer et renforcer leurs effectifs pour lancer une nouvelle offensive dans cette zone. Leur objectif, parvenir à un pont terrestre avec la Crimée, annexée par Moscou en 2014. En France, Jean Castex en déplacement dans le Tarn-et-Garonne. Le Premier ministre s'est rendu dans ce département particulièrement touché par la vague de froid qui a traversé la France pendant plusieurs jours. Les agriculteurs redoutent aujourd'hui des pertes catastrophiques. Alors pour y faire face, un fonds d'aide d'urgence de 20 millions d'euros va être déployé. Ce mardi marque aussi l'ouverture du procès en appel des 2 policiers mis en cause dans l'affaire du viol du 36, condamnés en première instance à 7 ans de prison pour avoir violé une touriste canadienne au siège de la PJ parisienne au moment des faits. Les 2 fonctionnaires qui nient leur implication avaient fait appel de leur condamnation. La victime, qui elle réside actuellement au Canada, était présente ce matin lors de l'ouverture des débats. On se retrouve sur le plateau de Punchline. Maître Golnadel, vous vouliez intervenir sur l'éventualité d'une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, qui serait une solution à ce qui se passe. Je ne comprends rien à cela. Mais vraiment rien. Je veux dire, d'abord, l'Europe n'a pas à se couvrir de cendres sur cette histoire-là. L'Europe, quand même, applique des sanctions. L'Europe ne fait pas rien. Mais l'Europe, ça n'est pas tout. Je veux dire par là que, en plus, l'adhésion d'un énième pays à l'Union européenne, en dehors de la pensée magique de Madame von der Leyen, mais ça prend des années. Des années, donc c'est de la pensée magique, mais la réalité, c'est que l'Ukraine, au moment où je parle, sait se défendre. Et elle sait se défendre pour une bonne raison, c'est que c'est un État souverain et que ses habitants aiment leur pays et sont capables de mourir pour ce pays. Tout le reste, c'est de la littérature. Et il ne faut pas expliquer... la Russie n'a aucune excuse. Je comprends parfaitement, on en parlait en aparté, je comprends parfaitement que la Russie n'aimerait pas qu'on mette des missiles sur le long de sa frontière, comme les Américains ne seraient pas contents qu'on en mette au Mexique ou à Cuba. Mais ça, il n'y a pas de doute. Mais ça tombe bien, c'est pas le problème. Il n'y a aucun casus belli qui peut expliquer l'attitude de Poutine. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que c'est une phase 2? Est-ce qu'ils vont se reprendre, les Russes? Est-ce qu'après avoir fait n'importe quoi? Ou est-ce qu'ils vont se contenter, ce qui peut parfaitement se comprendre, du Donbass russophone? J'ai la faiblesse de penser que c'est plutôt la deuxième branche de cette alternative, mais je ne suis pas dans ce panier. Il semble quand même qu'avant même le conflit, les Ukrainiens ont montré qu'a priori, le modèle politique vers lequel ils tendaient était plutôt le modèle de l'Europe libérale et parlementaire qui est le nôtre. Donc, je veux dire que ça, naturellement, ça les pousse plutôt à se rattacher. La Grande-Bretagne ne fait pas partie de l'Europe, c'est pas pour autant que c'est pas un pays occidental démocratique. Certes, mais je vois pas en quoi ça change la donne pour l'Ukraine. Le Royaume-Uni a de tout temps été beaucoup plus proche des États-Unis, tourné vers les États-Unis. Allez, un dernier mot là-dessus, Vincent Herouette. Jusque la démocratie ukrainienne n'est pas tout à fait aux normes européennes, notamment en ce qui concerne la lutte anticorruption. Et que ça va prendre 10 ans, comme ça avait pris 10 ans entre 93 et 2003 d'intégrer les pays de l'Est. Voilà, simplement le message à l'époque en 93 avait été très fort, très politique, et le message aujourd'hui est extrêmement technocratique. Merci à la Commission de rendre son avis. On verra ce qui se passe dans les prochains jours.